bienvenue dans cette autre émission d'Interrogeons-nous. Ce matin, nous allons aborder avec le professeur Mouchili une question qui est formulée ainsi, la nature du sujet connaissant. Et je voudrais, comme nous le savons bien, d'abord lui souhaiter la bienvenue sur notre plateau. Bienvenue, professeur Mouchili. Merci. Bonjour à vous et à vos téléspectateurs. Merci infiniment, professeur Mouchili. Merci d'être là avec nous. Professeur Mouchili, qu'est-ce que le sujet connaissant? De tous les êtres vivants, seul l'homme peut manifester c'est-à-dire ce potentiel qui consiste en la recherche de la connaissance. Et dans l'histoire de la philosophie, la nature du sujet connaissant n'a pas été perçue de la même manière selon qu'on va de l'Antiquité grecque à nos jours. Et ce qu'on doit savoir, c'est que pendant longtemps, on a pensé la nature humaine en posant celle-ci comme une entité dualiste. C'est-à-dire, un peu comme Platon le dit, c'est-à-dire cette entité, d'abord immatérielle, cette âme qui a la possibilité de connaître. Mais connaître, c'est quoi chez Platon? Connaître, c'est rechercher ce qui auparavant est déjà contenu en nous. Et Platon, à ce niveau, pense la réminiscence comme la méthode pouvant conduire à la résurrection de ce que nous connaissions déjà. Déjà par le passé. Par le passé. Et à ce niveau, il exclut du champ de la connaissance le monde sensible. Parce que pour lui, ce monde étant soumis à la génération et à la corruption. C'est le monde de l'imperfection. Oui. Voilà. Il faut sortir de là. Oui. Et attribuer ou alors penser la connaissance comme la recherche des idées qui se trouvent à l'intérieur d'un monde immuable, parfait. Ce monde absolu que la physique, la première forme de l'activité ou bien de la connaissance physique va établir un monde supralunaire et notre monde, le monde infralunaire. Cette perception de la nature des choses va courir jusqu'à Newton. Parce que c'est Newton qui réussit à faire des deux mondes un seul. Pour penser la physique comme une activité essentiellement mécanique, technique, dans lequel, c'est-à-dire une activité qui se mène dans un monde où l'on vit réellement et physiquement. On a un seul monde désormais. Mais Newton n'est pas arrivé au niveau où il pense le sujet comme constructeur de l'objet. C'est-à-dire, il a créé une indépendance entre l'objet à connaître et le sujet connaissant. Et à ce niveau, il a pensé le temps et l'espace comme des entités absolues, aucunement dépendantes du sujet. Et on est là donc dans un monde où l'homme ne vit que comme un automate. Il vit dans un monde précédemment pensé par une autre entité qui l'aurait organisé de façon à ce que le principe de la causalité justifie tout événement. Ça, c'est la première perception du sujet connaissant. Mais toujours avec, j'aime bien ce philosophe, neurobiologiste Julien Onfroy de la Métrie, philosophe du XVIIIe siècle, maudit par l'Église, qui va réussir à créer une perception moniste de la nature humaine en trouvant dans le cerveau seul le principe fondateur de la possibilité de penser. À ce niveau, on réalise que l'activité pensante ne peut se justifier qu'à partir d'une activité biochimico-électrique à l'intérieur du cerveau. Pourquoi Onfroy de la Métrie justifie cela par le nombre de neurones dans le cerveau humain. L'activité chimique
physiques et biologiques à l'intérieur de ce cerveau. Et la plasticité même dans le mode d'action de ces cellules neuronales. Il en vient à conclure que on ne peut penser l'homme que comme une entité moniste. Il n'y a plus lieu de croire en une sorte de dualisme. Et désormais, ceux qui souffrent des difficultés dans la réalisation de l'activité cognitive doivent se rendre chez le neurobiologiste et plus jamais chez le prêtre. Voyez-vous, ce n'est plus le prêtre qui doit soigner les déséquilibrés cognitifs, les déséquilibrés mentaux. Et s'il fallait faire une caricature à nous fondant sur le réel, au Cameroun, nous avons l'hôpital Jameau qui soigne des personnes dont le cerveau ne fonctionne pas. Oui, qui soignent des déficiences du cerveau. Bon, maintenant, est-ce que donc le sujet pensant est cette entité dualiste pensée par la philosophie classique, ou alors faut-il trouver la nature réelle du sujet à partir de l'apprentissage ou alors de la connaissance qu'on a des fonctions organiques. Et à ce niveau, il faut trouver dans l'organisme humain tous les organes qui existent et vérifier ou alors chercher à comprendre la fonctionnalité de chaque organe. On arrive à un niveau tel que quand on veut parler de pensée, on ne peut plus penser à autre chose que le cerveau. Ce cerveau, comme vous l'avez dit dans une autre émission, devient le moteur, voyez-vous, ou alors l'unité, vous avez parlé d'unité centrale, oui. Le principe central de la détermination de toute activité humaine, qu'elle soit émotive, passionnelle ou cognitive. Alors, on se retrouve dans un cerveau qui est un organe dont les fonctions sont assez exceptionnelles. Assez exceptionnelles pourquoi? Parce que d'autres animaux ou bien d'autres espèces vivantes à l'échelle animale possèdent chacun un cerveau, mais seulement le cerveau n'a qu'un nombre de neurones qui limite ces êtres à une vie instinctive. Or, nous pouvons dépasser l'instinct, aller au-delà des données immédiates pour reconstruire la réalité autrement. Donc, ce monisme crée un être qui, dans son individualité, est capable de penser en fonction de sa structure organique. Mais cet être ne pense pas parce que c'est une individualité qu'on pourrait considérer comme une monade. Non. Il s'agit d'une individualité en rapport avec un milieu de vie, en rapport avec la société. Alors, la société, l'environnement, sa propre personnalité concourent à la formation de la capacité de penser. Parce que ce sont des éléments qui motivent le cerveau à réaliser l'activité cognitive qui donne lieu à un contenu que nous appelons la pensée ou la connaissance. Donnons-nous la possibilité peut-être faisons un peu un petit virage sur le phénomène du paranormal. Platon avait présenté l'homme comme dualiste. Allons rapidement comme ça et évoquons Edgar, qui a pensé que qu'il fallait un pluralisme humain, c'est-à-dire qu'il fallait concevoir l'homme comme une entité plurielle pour pouvoir comprendre le phénomène paranormal. Est-ce que ça vous a intéressé de discuter de la question? Ça m'a intéressé, sauf que Edgar lui-même est en train d'adresser une critique au dualisme occidental. Je ne pense pas que Edgar ait écrit un ouvrage qui adresse une autre critique au monisme actuel. C'est-à-dire à une philosophie qui reconnaît en le cerveau la capacité pensante, la capacité cognitive. Edgar s'est focalisé dans une sorte de critique d'une philosophie non pas actuelle, mais d'une pensée dualiste ayant caractérisé l'Occident pendant
de nombreuses années, ou bien pendant même des millénaires. Parce que quand nous voyons d'Aristote, ou bien de Platon, ou de Socrate, en nous, c'est plus de 2000 ans. Voyez-vous? Mais cette pensée est restée ancrée. On n'a pas toujours, au départ, à partir d'une réflexion qui était fondée plus sur la religiosité, les cosmogonies, on n'a pas... l'homme n'est pas très ouvert d'emblée au réaménagement de ce qu'il a déjà conçu auparavant comme connaissance. Il s'agit d'un effort de remise en question de soi et d'une volonté d'acquisition, c'est vrai que c'est difficultueux, d'acquisition progressive de nouvelles réalités fondées en un apprentissage objectif de la réalité. Et cet apprentissage ne peut se fonder qu'en science. Voyez-vous? Mais la science ne s'accepte pas par le premier venu. Comme je l'ai toujours dit, c'est comme une bouteille jetée à la mer sur laquelle on a collé l'étiquette attrape qui peut. Ce n'est pas tout le monde qui est champion du monde de la natation. Voyez-vous? Bon, maintenant, s'il faut nager pour attraper la connaissance, ça veut dire l'effort à fournir pour atteindre le niveau de rupture, de compréhension de rupture épistémologique entre la perception classique de l'homme et la perception nouvelle. Voyez-vous? Il faut admettre qu'émerge en nous la possibilité de comprendre la crise qui a donné lieu à une nouvelle perception de la nature humaine. Ce n'est pas l'homme qui a évolué, mais c'est que la conception ancienne était fondée sur une activité scientifique non suffisamment bien élaborée pour répondre aux exigences d'une véritable connaissance de la nature humaine. Votre réponse suscite deux réactions. Edgar pensait que pour comprendre le paranormal, il fallait postuler d'autres instances de la personnalité, parmi lesquelles le souffle, l'ombre, le cœur, et il disait qu'en République démocratique du Congo, il y en avait jusqu'à 7. Et si on revient sur le monisme, on peut penser que, selon vous, peut-être que le phénomène paranormal serait lié à un cerveau déficitaire. Est-ce qu'on peut l'envisager comme ça? C'est que il y a un problème qu'il faut déjà résoudre. Oui. L'ombre, c'est l'absence de lumière. Et la science, généralement, n'étudie pas l'ombre. Parce que l'ombre est représentée dans l'hypothèse de la non-existence des choses en mouvement. Je pense pas qu'il l'envisage. Il ne l'envisage pas comme ça. Non, je ne parle pas du Père Abraham, je parle de la science. Oui, oui. La science contemporaine. Oui, oui. Parce que la science travaille sur des entités qu'on peut capitaliser et en faire des objets d'étude. Nous voyons parce que cette salle est éclairée. En l'absence de l'éclairage, il y a de l'ombre. L'ombre, donc, ne peut pas être une entité qui pourrait être en mouvement. Mais l'ombre est une espèce de coloration de l'espace en fonction de l'absence de la lumière. Voyez-vous? Et la lumière, la salle sera d'autant plus éclairée que la lumière est forte. Et c'est la lumière qu'on étudiera. On n'étudie pas les absences. L'absence peut être supposée comme le rien. C'est vrai que le rien ne renvoie pas au néant. Parce que le néant aussi pourrait commencer si on admet le néant, on va commencer à croire que le vide pourrait exister. Or, le vide n'existe pas. Mais seulement, c'est l'espace qui est occupé par cette mousse quantique permet que la lumière éclaire, ou bien que la lumière rende possible la clarté. Voyez-vous? Bon, mais on ne va pas dire que l'ombre, dans sa conception étymologique, pourrait être moteur. Hein? L'élément moteur permettant de voir dans le noir. Non. Moi, je ne pense pas.
Ce que je pense, c'est que je ne sais pas à quel moment le père Ebga a décidé de comprendre que l'Occident est déjà au-delà du dualisme et a fondé un monisme qui se justifie par la naissance et le progrès de la neurobiologie. Avec le progrès de la neurobiologie, on ne peut plus parler de dualisme. On a finalement retrouvé d'où émerge la pensée. Et en retrouvant cela, la philosophie du père Ebga, qui est une critique du dualisme au nom de la pluralité, devient un peu inapte ou inepte à la correction dans la compréhension du sens de l'homme, parce que lui, il a agi comme s'il fallait compléter par d'autres choses. Or, l'activité scientifique actuelle a carrément évacué l'aspect immatériel dans la composante humaine. On a évacué. Or, lui, il a choisi de trouver au-delà de l'âme et du corps autre chose. Voyez-vous? Il dit en ce sens que l'Occident ne connaît que partiellement l'homme. L'Afrique a d'autres modalités caractéristiques de l'humain dont la connaissance permettrait d'avoir une connaissance plus englobante ou bien plus globale, plus large de l'homme. Et je dois dire peut-être que le phénomène de la pensée plurielle, la pluralité des rationalités, il y a des auteurs qui ont tiré de lui une compréhension plurielle du réel. Bon, ce que je veux dire, juste pour remettre de l'ordre dans la compréhension des concepts, n'est-ce pas? Oui. Il y a différentes rationalités en fonction des espaces de connaissance, c'est-à-dire en fonction des domaines. Oui. Mais la raison n'est pas plurielle. C'est-à-dire, la raison, qui est l'instance unique, si on peut la prendre comme ceci, Oui. se déploie dans différentes rationalités selon qu'on est en géographie, en histoire, en mathématiques, en physique. Voyez-vous, c'est la rationalité, mais qui s'exploite différemment selon qu'on est en histoire, en physique, en d'autres. Bon, maintenant, quant à la raison, s'il faut prendre la raison comme synonyme d'intelligence, n'est-ce pas? Voilà, ou bien de potentialité intellectuelle. C'est la même chose, seulement, c'est une chose unique, seulement, elle peut se déployer Sur différents objets. sur différents objets, qui sont des expressions de la raison. Ce sont des expressions de l'intelligence ou de la raison. Ça veut dire que le processus rationnel à partir duquel on comprend l'activité médicale n'est pas le même processus dans le développement des mathématiques et n'est pas le même processus dans les sciences humaines ou dans la philosophie. Mais tout ça relève de la rationalité. Bon, maintenant, la régionalisation des rationalités, c'est ça qui fait problème. Penser qu'il y aurait une rationalité africaine qui imposerait une logique de compréhension d'une chose que pourrait ne pas avoir l'occidental, c'est à ce niveau que le débat commence. Parce que quand on a réussi à comprendre que c'est le cerveau dans sa structure organisationnelle et fonctionnelle qui permet le déploiement de ce qu'on appelle la pensée, il est impossible qu'on croie qu'en Afrique, il y aurait une façon déterministe, caractéristique de l'Africain en tant qu'humain, propre seulement à l'Africain, et qui lui permettait de comprendre des choses que les Occidentaux ne pourraient pas comprendre. C'est à ce niveau qu'il faut se poser des questions. Prof, est-ce qu'un mode, un type de culture n'impose pas une manière de voir le réel, même si la raison est la même chez tout le monde? Est-ce que quand on est dans une modalité culturelle, est-ce qu'on n'a pas une manière de lire le réel, peut-être en fonction de la langue qu'on parle? Il y a cette manière de lire le réel. Oui. Chez toi, la forêt peut être la source du bois pour la fabrication de meubles. Oui. Chez moi, la forêt peut être sacrée. Oui. Mais ça ne signifie pas que je suis incapable d'utiliser le même bois pour en faire
des meubles. Oui. Voyez-vous? Oui. Ça veut dire quoi? Que l'adaptation à une tradition n'est pas l'affirmation d'une intelligence. Mais à partir du moment où on peut remettre en question cette tradition, on entre dans l'activité de connaissance et non d'adaptabilité. Et là, il faudrait séparer l'activité et la dynamique de l'action cognitive, de la volonté et la capacité à se soumettre de façon coercitive à un mode de vie qui se répète dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire à une tradition. Voyez-vous? Bon, maintenant, il y a des traditions qui, par elles-mêmes, motivent l'individu à la recherche, et d'autres qui pourraient inciter à une vie de léthargie, de somnolence, de dormance. Mais le cerveau garde ses potentialités, pourvu qu'on active ses potentialités. Voyez-vous? C'est un peu comme on dit, l'Afrique est très riche, mais nous vivons la pauvreté. Parce qu'on confond le potentiel à la richesse. Le potentiel, c'est qu'on peut être riche. Oui. À partir de ce que nous avons comme sous-sol, comme forêt, comme atmosphère. Voyez-vous? Mais on n'est pas riche si on n'a pas exploité cette potentialité de façon à la rentabiliser et de façon à inviter chacun, à partir de son travail, de gagner de ce potentiel. Voyez-vous? Bon, maintenant, l'attentisme ne peut pas être favorable à la création de richesses, parce que la richesse se crée. La richesse n'est pas naturelle. La richesse n'est pas dans le potentiel. La richesse est dans l'exploitation du potentiel. Voilà. Bon, mais d'un autre côté, parce que nous parlons toujours des organes, on nourrit le cerveau en développant en ce cerveau l'aptitude à la recherche. On peut aussi donner au cerveau une nourriture qui l'endort. Voyez-vous? Bon, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Et quelle position faut-il avoir par rapport à la conception hegelienne de la nature humaine, de l'homme, qui crée en lui plusieurs potentialités, plusieurs possibilités. Il ne faut jamais oublier que le père Merhat Ega est prêtre. Oui. Et le père Merhat Ega est habitué à faire la promotion du sauvetage des âmes auprès des fidèles chrétiens. Est-ce qu'on s'interroge? Est-ce qu'on cherche à savoir si le fond chrétien de son habitude n'est pas un élément pouvant corrompre le processus d'appréhension de l'étude scientifique de la réalité en lui? Oui, peut-être aussi que si on avait partagé, on avait eu la même expérience, on avait été dans le même laboratoire que lui, parce que vous avez dit tout de suite qu'il est prêtre, mais il fallait même ajouter qu'il est exorciste. Et que dans l'exorcisme, on considère que une âme peut appréhender une autre. Et en étudiant tous ces phénomènes, j'ai envie naïvement... Et ça me permet de vous poser, je ne devrais pas vous poser des questions, c'est vous qui posez les questions à cette émission. Oui. Mais est-ce qu'il y a un nom dans les habitudes paranormales qui désigne le dédoublement de la personnalité? Parce que c'est votre personne qui, à un moment donné, commence à vous parler à vous-même. Mais à travers un miroir, vous verrez la présence d'un autre être. Parce que vous avez construit l'image selon laquelle vous serez hanté par un autre individu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas possibilité de hanter la personnalité d'un autre en fonction de l'influence qu'on peut exercer sur cet autre-là. Mais je dis que est-ce que on a fait les analogies entre tous les concepts qui relèvent de la psychiatrie et de la neurologie et tous les concepts qu'on veut voir être du domaine de la paranormalité et comparer pour voir si certains concepts dans le domaine de la paranormalité, dans la recherche des fonctions cognitives, ne seraient pas capables d'absorber et de phagocyter ce qu'on crée comme paranormalité seulement parce qu'on n'a pas encore développé le pouvoir de la psychiatrie qui est scientifique et le pouvoir de la neurobiologie qui pourrait nous permettre de comprendre pourquoi
il peut y avoir dyslexie de la pensée ou dysfonctionnement cérébral dans notre manière de produire la connaissance. Pour sortir de là, est-ce qu'on peut considérer que la pensée plurielle ou bien la pluralité des rationalités, on peut l'adosser à la culture? Nécessairement. Comme manière de voir. Des manières, oui. Des manières de se projeter par rapport au réel. Oui, il y a des manières de se projeter. Il n'y a pas que le déterminant social, hein. Il y a le déterminant environnemental. Oui. Voyez-vous, ça peut même se lire en sport. Pourquoi les différentes formes de courses de résistance sont généralement gagnées par des Africains d'un endroit précis de l'Afrique? Quand vous voyez la corne de l'Afrique, avec le Kenya, l'Éthiopie, quelquefois ceux qui sont un peu éloignés de cette corne, un peu la Tanzanie, c'est l'environnement déjà les conditionne. C'est-à-dire, la structure même de l'environnement les amène à être des gens qui devraient faire plus d'efforts pour se déplacer dans la nature. Bon, maintenant, au-delà de cela, c'est un environnement qui les prédispose. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont développé scientifiquement des infrastructures qui accompagnent. Oui. Mais avant le développement de ces infrastructures, quelle est la formation physique qui naturellement est déterminante dans les organismes, pour les organismes des gens vivant dans cet espace environnemental, dans cet environnement naturel? Voyez-vous, il y a déjà si on pourrait parler de faveur, une faveur que la nature leur accorde, ou alors un avantage. Un avantage lié aux obstacles présents dans leur espace de vie. Oui. Voyez-vous? Oui. Bon, là, à partir de là, on peut facilement se penser comme grands coureurs. Et ceux qui ont réussi deviennent des modèles. Même si l'environnement change, au nom de ces modèles, ils peuvent continuer à être des champions. On voit d'ailleurs des gens, d'autres athlètes partis des autres pays du monde pour aller dans ces contextes-là s'entraîner pour des compétitions qui vont se dérouler. Parce que leur environnement est aussi devenu un modèle d'endroit d'entraînement. Et les athlètes de ce coin sont des modèles de résistance, de persévérance et de réussite. Voyez-vous. Mais ce qu'on doit dire, c'est que le cerveau se nourrit très fondamentalement de son environnement. C'est pour ça qu'on peut comprendre pourquoi, jusqu'à un certain âge d'adolescence, le cerveau n'a pas encore connu toute sa maturation biologique ou physique. C'est-à-dire, nous ne sommes pas en train de célébrer le physicalisme dans l'appréhension qu'il faut avoir de la nature humaine, mais nous sommes en train de lire objectivement la nature humaine qui est conditionnée par cette dimension physicaliste ou biologique qui nous détermine à ne pas voir l'homme ailleurs que dans sa structure organique, mais cette structure organique ayant des potentialités extensibles indéfiniment. Peut-être pour dire ça, pour simplement, vous me corrigerez si je me trompe, c'est que l'être s'exprime dans sa totalité. C'est-à-dire que si on peut le percevoir, ceux qui le perçoivent sous des entités ou sous des instances différentes doivent pouvoir l'envisager comme une totalité d'expression. Oui. Et on devrait faire des analogies, c'est-à-dire étudier scientifiquement la conscience de l'homme, étudier scientifiquement la fonction de chaque constituant de l'homme et aller prendre le temps de percevoir dans le paranormal les instances qu'on veut voir exister en l'homme et qui scientifiquement ne sont pas perceptibles. Voyez-vous, si on réussit à établir ce tableau d'analogie, alors le paranormal pourrait s'avérer vrai. Mais aujourd'hui, avec la naissance de la mécanique quantique, avec la possibilité d'étudier l'homme jusqu'à presque l'infiniment petit, avec l'avènement de la génétique, il faut être très prudent. Peut-être quand nous n'avons pas reçu l'éducation nécessaire pour faire fonctionner au maximum possible la diversité des potentialités qui existent en nous, ne croyons pas que parce que quelqu'un est arrivé à une échelle
d'apprentissage de la nature et de sa propre nature lui permettait de comprendre davantage le monde que nous, qu'il s'agit du paranormal. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a des forces énergétiques qu'on déploie parce qu'on on appartient peut-être à des réseaux de formation philosophique, je ne dirais pas ésotérique, qui peuvent nous entraîner à comprendre certains aspects de nous-mêmes. Et là, le gourou devient celui-là qui a développé un savoir qui va au-delà de ce qu'on perçoit le plus souvent. Et cette exception qui fait de lui le maître ou le dirigeant ou le coach d'un ensemble d'individus va faire en sorte qu'il organise cela en un cercle ésotérique où il happe les intelligences naïves. Bon, c'est une contradiction, mais toutes les intelligences ne sont pas au même niveau de perception de la réalité. Mais il faut savoir qu'il y a possibilité d'aller au-delà de soi-même. J'aime cette formule des physiciens. Une idée fortement ancrée dans le cerveau trouve les moyens de sa réalisation. Ici, ça veut dire que la passion qu'on a de s'auto-réaliser nous amène à la connaissance nécessaire des moyens rendant possible la réalisation de ce rêve, de cette idée. Voyez-vous? Donc, est-ce que l'homme se pose toujours la question de savoir s'il a suffisamment compris quelles sont ses potentialités? C'est ça le drame. C'est-à-dire, quand on se limite à plafonner les intelligences par rapport à ce qu'on a souvent vu, c'est un peu réducteur. Or, nous avons des capacités énormes. Moi, je me dis, rien que la physique quantique a résolu à plus de 80% les problèmes qui étaient liés au magico-culturel autrefois. Parce qu'aujourd'hui, on comprend bien pourquoi les hommes qui sont d'abord des organismes vivants peuvent s'entendre, que ce soit amoureusement ou diplomatiquement, en fonction des diverses composantes de nos organismes. Ça se comprend. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement parce que la science a établi un ordre d'objectivité qui impose à tous et à chacun la nécessité d'appréhender les choses à partir de cette méthode objective. Mais il y a aussi que le vécu ensemble des hommes crée en les hommes une autre forme de non-séparabilité que nous pouvons justifier par le fait que vous pensez à moi et que ça déclenche où je suis une activité pensante qui veut vous rejoindre. Pourquoi? Parce que nous sommes d'abord des entités organiques. Nous avons vécu à des endroits ensemble et les constituants corpusculaires de nos organismes ont appris à se comprendre, à vouloir s'attirer. Donc, même quand on voyage et qu'on est à distance l'un de l'autre, il y a quand même cette capacité de non-séparabilité qui peut créer en vous l'envie de me rencontrer et créer en moi la réciprocité. Parce que nous sommes d'abord, avant tout, des corps. Et ces corps sont constitués d'entités infiniment petites qui ont appris à communiquer parce qu'ayant vécu au même endroit. Ce n'est pas magique, par exemple. Mais si on ne connaît pas la physique quantique, est-ce qu'on peut expliquer cela? Dans mon village, quand ça arrive, on dit que c'est parce que vous êtes le vrai enfant de votre père. Voulez-vous qu'on continue à croire que c'est parce qu'on est le vrai enfant de son père qu'on a pensé à moi et je suis arrivé? Ou alors, est-ce que la science n'explique pas suffisamment le fait qu'on devrait comprendre l'ensemble du monde comme un champ magnétique où aucune action n'est isolée, aucun être n'est totalement isolé, et où il y a nécessairement une sorte de connexion magnétique dans ce champ électromagnétique entre les différentes espèces vivantes. Et c'est certainement une bonne thématique, peut-être sur l'homme comme énergie, que nous pourrons envisager dans l'une de nos discussions. Prof, est-ce que le sujet connaissant peut modifier sa nature? Le sujet connaissant ne fait que modifier sa nature pour être un être d'anti-nature. Parce que l'homme n'accepte jamais d'être ce qu'il est. Même dans les activités pratiques, nous le constatons avec cette tendance à la post-humanisation de l'homme à partir des activités que la philosophie va nommer aujourd'hui le transhumanisme. L'activité de NBI, ce qui a changé
l'orientation de la médecine contemporaine, qui n'est plus essentiellement une médecine curative, mais qui est davantage une médecine qui augmente, qui peut créer une transitivité entre la machine et l'organisme biologique, ce qu'on appelle les êtres bioniques, l'homme bionique. Tout ça fait que l'homme refuse d'avoir une nature. L'homme refuse de se penser comme une nature, c'est-à-dire comme un donné immédiat vu dans la nature et qui veut rester comme tel tout le temps. Non. L'homme, c'est dans sa projection, veut devenir, est en devenir. Et cela justifie le titre d'un ouvrage écrit par Michel, Alexis Carrel en 1932. L'homme, c'est inconnu. Voyez-vous? Bon, cela prouve que même la philosophie d'Heidegger, est déjà une illustration du fait que l'homme aurait tendance, ou alors est cet être dont la nature est de n'avoir pas de nature. Parce qu'il se découvre continuellement dans le processus existentiel qui est historique. Le dévoilement du Dasein prouve à suffisance que l'homme n'est jamais une nature, mais un être en quête d'une nature ou alors un être d'anti-nature. À partir de ce moment, on ne peut plus vouloir comprendre la nature humaine comme on le fait pour comprendre la nature des choses en biologie. Non. Mais quand vous aurez compris les fonctions organiques de chaque aspect de l'homme, vous verrez que cela sera envisagé plutôt en termes de potentiel et jamais en termes d'un objet statique. Parce que c'est en sortant de la perception statique des choses qu'on a compris que comprendre la nature d'une chose est absolument difficile, voire impossible. Nous l'avons déjà dit avec l'apprentissage des objets quantiques. Aucun objet quantique ne se révèle à nous tel qu'il existe dans son état initial. Et nous avons aussi dit avec Claude Allègre que nous ne connaissons de la matière qu'un aspect de ce qu'elle n'est pas. Alors, qu'est-ce qu'une ontologie si on fait l'ontologie en l'absence de l'être? Est-ce qu'on pourra comprendre l'être en tant qu'être alors que ça se fait en l'absence de l'être, étant donné que nous ne connaîtrons jamais la chose en soi, tel qu'il est avant le contact avec nos instruments? Alors, ne devons-nous pas accorder la part belle aux philosophes contemporains qui parlent plutôt d'ontogénèse, qui montreraient que les manifestations de la nature humaine au cours de l'histoire déterminent ce qu'on doit entendre par nature humaine. Mais comme la nature veut qu'on définisse l'homme à partir des verbes d'état, l'homme est. L'homme est. Or, l'homme, c'est une dynamique sociale, oui. C'est une dynamique historique. Donc, il n'y aura pas de nature humaine qui sera identifiée à partir des verbes d'état. L'homme sera toujours au devant de lui-même, en décalage par rapport à ce qu'il est, tension permanente entre l'être et le devoir être, projet, comme le dit Jean-Paul Sartre. En étant pour lui-même un objet d'étude. Oui, pour lui-même, il est un objet d'étude. Et en tant qu'objet d'étude, cela s'applique dans le domaine de peut-on, qui peut se résumer en une question, peut-on comprendre effectivement un être qui est caractérisé par la raison, la liberté et la volonté? Ces trois concepts renvoient à une dynamique qui ne se définit jamais tel qu'il est perçu ou tel qu'il est. Ouais? Il est volonté, il est liberté, il est raison. Donc, en résumé, activité permanente dans l'histoire parce que réalisation permanente des projets. C'est ça qui fait de lui un être en devenir, un être inachevé. Voyez-vous, un être qui ne se croit pas être ce qu'il est. Et une définition pragmatiste avec John Dewey, l'homme est un être pour qui dans son être il est question de son être. C'est-à-dire, l'homme en tant que vivant se pose la question de savoir si sa vie est ce qu'il est en train d'appréhender ou c'est dans l'objectif qu'il veut atteindre. Voyez-vous? Donc on ne fait pas la philosophie pour comprendre l'être en tant qu'être. Ce n'est pas important, ce n'est pas indispensable et même ce n'est même pas possible.
de comprendre l'en soi de l'être d'une chose. Ce qu'on doit savoir, c'est dans les manifestations de l'être qui nous renvoie à être curieux. Cette curiosité va nous obliger à comprendre la valeur intrinsèque de l'être. Et on ne peut pas connaître l'être de l'homme aujourd'hui s'il n'a pas été disséqué. Et vous verrez que ceux qui se forment en médecine ont toujours une occasion d'avoir à disséquer un macabé. Voyez-vous? Et ça fait que on veut véritablement saisir l'homme, mais qui peut le saisir? Cette tension permanente entre l'être et le devoir être, c'est difficile de le saisir, mais c'est pour montrer une fois de plus la plasticité extensible à souhait de nos cellules neuronales. C'est-à-dire, l'homme a l'avantage d'avoir un cerveau qui s'étend indéfiniment dans la volonté de chercher. Et elle cherche plus qu'elle ne souhaite trouver des réponses. Parce que si on donne la réponse à toute chose, le cerveau aura tendance à s'arrêter. Mais c'est parce que à chaque réponse, on trouve une nouvelle hypothèse de recherche que le cerveau s'applique à ne pas s'arrêter à chercher. Mais il faut le motiver. Et la motivation, c'est ce que vous avez appelé tout à l'heure la volonté. Prof, pour sortir rapidement comme ça, quelle place ou quel sens donner au corps à ce moment? Le corps est la dynamique fondamentale, l'expression déterminante, l'aspect le plus important dans la manifestation de l'homme dans l'histoire. Vous n'allez pas trouver l'homme ailleurs que dans son corps. Parce que même ce qu'il produit comme activité pensante a pour fondement principal le corps dans ses fonctions organiques. Est-ce qu'on n'est pas un peu cartésien au sens de l'homme-machine? Non. Je vous dis que Descartes s'est dédié. Oui, en effet, prof. Oui. Et le même Descartes a évolué par rapport à la perception qu'il a de l'homme dans la méditation métaphysique et même dans le discours de la méthode. Et cette nouvelle perception de l'homme s'exprime dans le traité du monde, le traité du monde qui n'a pas publié, qui a été publié à titre posthume. Oui. Bon, l'homme n'est pas une machine. C'est vrai qu'en regardant les activités transhumanistes, la volonté de changer le corps, on a l'impression que l'homme n'est qu'une machinerie cellulaire. C'est vrai. Mais l'instance pensante est ce qui fait de l'homme un humain. Voyez-vous? Un humain est celui-là qui répond aux exigences de la sociabilité, de la citoyenneté. Vous pouvez avoir l'aspect homme dans votre présentation biologique. On vous comptabilise même le jour du recensement. Mais on ne va jamais vous appeler pour l'écriture de la Constitution parce que vous n'en avez pas les aptitudes. Voyez-vous? Tout le monde est homme. Tout le monde est égal face à la loi, face au droit, face à la justice. Mais concevoir les modalités d'exécution d'une justice, voyez-vous, civile ou pénale, non, ce n'est plus tout le monde. On va solliciter ceux qui en ont les capacités. On va solliciter ceux qui en ont les capacités. Tout comme on va vous solliciter pour ceux dont vous avez les capacités. Absolument. Peut-être comme cobaye, peut-être comme déterminant, oui. Peut-être comme constructeur de la réalité qu'on veut avoir du système social. Oui. Parce que il faudra expérimenter ce qu'on a conçu. Et on n'expérimente pas ailleurs, même si les premières expériences peuvent commencer sur les animaux. Il va falloir un premier humain pour qu'on teste une nouvelle perception. Ça peut être de la maladie, ça peut être la prise en soin, ça peut être dans le vécu du droit. Quelle est l'opinion qu'a le public sur les nouveaux droits, sur les nouvelles formes de liberté, sur les nouvelles façons de priver l'homme de la liberté? Faut-il laisser l'homme à liberté au point où il pense que même l'activité terroriste peut être acceptée? Non. La société est obligée de baliser le champ d'exercice de la liberté. Et en ce moment, nous avons eu une émission où on disait que la citoyenneté se mérite. La citoyenneté se mérite parce que quand vous refusez d'être citoyen, on vous met au banc de la société. D'où l'existence des prisons. Oui. Et à ce niveau, il faut voir l'homme comme quelqu'un qui est en quête
de la liberté. Mais la liberté, c'est à côté de l'autre, avec l'autre, parce que nous sommes tous des hommes de la citoyenneté, d'où des hommes de la société. C'est-à-dire, l'humanité ne s'exerce qu'en société. En dehors de la société, on ne peut pas vous attribuer, j'allais dire les attributs humains. Oui, oui. C'est à ce niveau qu'il faut comprendre que notre cerveau est exceptionnel. S'il fallait le comparer au cerveau d'autres espèces, les autres espèces peuvent être dressées, mais ne peuvent pas être éduquées. Voyez-vous? Or, nous sommes en dehors du dressage. Nous transcendons même l'éducation que nous avons reçue pour être des penseurs d'une nouvelle humanité. Ça peut peut-être prêter à forte critique quand on voit comment se déploie aujourd'hui la techno-biomédecine, où on pense qu'il faut que l'homme soit à tout prix un agent économique, et pour cela, il faut le conditionner à la compétitivité, la compétence, le rendement, l'efficacité et la productivité. Non, non. Et c'est vrai que l'aspect social, d'entente, de conversation, d'être ensemble, tout simplement, est aussi motivant pour la construction de la société. Il n'y a pas que la logique concurrentielle de la dynamique néolibérale qui devrait caractériser les hommes. L'homme peut aussi être tout simplement un homme pour l'autre et non nécessairement un partenaire économique, non nécessairement un compétiteur économique. Non, il faut sortir de ce type de réductionnisme, même si c'est l'économie qui fait la force de chaque pays. La société doit continuer à demeurer. Parce qu'il y a de nouveaux stress qui sont nés de l'individualisme de la société contemporaine. Or, l'homme ne se sent à l'aise que lorsqu'il est en société avec les autres. Pas dans la société qui est cybersocialité. Parce que la cybersocialité est une socialité vécue dans la solitude. Oui, oui, parce qu'on peut dire bonjour chaque matin à un individu qui se retrouve aux États-Unis et en temps réel, mais on n'a pas connaissance de ses voisins. Oui, oui. Merci infiniment, professeur Mouchili. Merci d'être venu discuter avec nous de ce sujet, la nature du sujet connaissant, que nous invitons nos téléspectateurs à regarder, à faire regarder et à regarder encore et davantage. Merci d'être venu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie.